Bonjour, eh bien nous voilà à Opio, pas loin de Cannes en Provence. Nous avons quitté les brumes parisiennes pour retrouver le soleil de la Méditerranée à l'occasion du congrès de l'AFO qui a lieu tous les 2 ans. Donc au programme nous avons bien sûr des conférences présentées par les praticiens et les enseignants d'ostéobio et de l'IFZOR, École d'ostéopathie à Rennes. Et nous aurons aussi des tables rondes et des débats sur notamment le RSI, les assurances. Nous allons aussi bien sûr profiter de toutes les installations du club et participer aux activités sportives comme la piscine qui est magnifique et le golf qui est juste au pied de l'établissement. Eh bien, nous allons commencer notre première journée du congrès de l'AFO par la présentation de Benoît Covin. Benoît Covin qui est parti autour du monde pour nous présenter les médecines manuelles traditionnelles. À le voir travailler sur des enfants et à le voir notamment utiliser cette pierre qui est le moussissala. Donc, il m'avait donné rendez-vous à 20 h, donc il est arrivé à 2 h du matin. Et il y avait à peu près une cinquantaine d'enfants qui attendaient, tous scoliotiques très marqués. Comme vous pouvez voir, les scolioses là-bas, c'est en dessous de 40 degrés, ça ne les intéresse pas, hein. Ils ne s'en occupent pas du tout. C'est à partir de 40 degrés, ça commence à être... voilà. Et lui, donc voilà, il fait ses massages, ils ont leurs huiles, il fait ses massages et je l'ai vu... il avait amené son moussissala cette fois-ci et puis voilà, ça c'était une syringomyélie chez ce petit enfant-là. Donc c'est toute la nuit, les gamins attendaient, ils avaient école le lendemain, mais ils attendaient les 5 ou 6 minutes de massage du docteur, qui est un massage assez profond, hein. Il y va, il ne fait pas semblant. Mais par contre, il va vraiment chercher les densités, il va chercher les accroches, il va chercher les... Et puis les huiles sont très très performantes. Les huiles, pour avoir fait des petites cures, les huiles c'est du costaud. Et donc c'est toujours l'ayurvédique, c'est toujours le mix entre les techniques manuelles et l'usage des plantes, et il ne dissocie jamais l'un de l'autre. On ne peut pas comprendre... De son voyage, il faut retenir 2 aspects. D'abord, l'utilisation de 4 disciplines dans ces médecines traditionnelles, les massages, la manipulation, la pharmacopée et la magie. Le médecin traditionnel utilisera ces 4 disciplines pour arriver à la guérison de son patient. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'efficacité et la rapidité de l'acte. Un acte ne dure pas plus de 10 à 20 minutes. Un petit truc, c'était toujours au nord du Sri Lanka. J'étais invité dans une famille où il y avait une femme qui était pliée en 2 du dos. On m'avait invité à la soigner. Et avant de la soigner, la belle-mère avait proposé d'aller chercher des plantes dans le jardin et de faire ce qu'ils appellent le Pinda Swedana, qui est un traitement local. Mais là aussi, c'est intéressant de voir ce que c'est. Voilà, donc ils vont chercher leurs plantes dans le jardin. Il y a pas mal de racines, pas mal de plantes. Ils vont chercher les plantes dans le jardin. Au pilon, ils font une espèce de pâte. Voilà. Alors ça se fait beaucoup dans le rire, dans la communication. C'est très sympa, c'est un bon moment. Voilà, ils font une pâte et puis après ils te mettent ça dans un petit baluchon, un petit pochon comme ça, dans le torchon. Elle ferme le torchon, elle le met au chaud, à la vapeur. Et une fois que c'est bouillant, la personne qui est sur le dos, elle tape mais hyper fort avec le petit pochon comme ça, sur le dos. Donc ça fait une dilatation avec la chaleur et en plus les plantes médicinales passent directement. Dernière étape, donc l'Équateur, pays exceptionnel l'Équateur. Je suis tombé amoureux de ce pays réellement. C'est au pied des montagnes, là on voit le Cotopaxi au fond qui est à plus de 6000 mètres, hein, c'est un volcan enneigé. Il m'a dit prends une bougie, je me suis assis et j'ai frotté ma bougie, il regarde la flamme et en fonction de la forme de la flamme, il pose son diagnostic médical. Voilà. Donc il a posé le diagnostic et il m'a dit problème matrimoniaux. Bon, oui, j'ai dit oui, effectivement, problème matrimoniaux. Et il m'a fait sa limpia avec les plantes. Alors, il y a des gros lots, il y a des machins. Et là, je ne m'y attendais pas du tout, hein. Il prend une lampée. Et là, il m'envoie... c'est une purification, hein. Stéphane Bastien, ostéopathe enseignant à l'école IFSO de Rennes,
va nous présenter une approche neurobiologique de l'action des actes ostéopathiques. On a souvent oublié la neurologie à cause de l'importance qu'on a donnée à la biomécanique dans notre compréhension de la pathologie. La classification des douleurs est en effet nécessaire à la compréhension de la pathologie et nécessaire donc au diagnostic et au traitement. Et ça met en évidence, mais ces gens-là, on ne leur a pas touché la jambe. On leur a injecté, par exemple ici, puisqu'on parlait de L3, de L5 tout à l'heure pour la sciatique, on a injecté un peu de produit pour dilater les récepteurs entre L5 et S1, et les gens décrivent des douleurs qui sont comme ça, sur le côté. Là, ça suit à peu près le trajet métamérique. Okay. Où je fais la distinction avec l'aigu et le chronique, c'est que il a été montré qu'en phase aiguë, ces modifications finalement de recrutement sont des modifications d'origine centrale. J'y reviens juste après, à savoir que finalement c'est le système nerveux central. Sophie Longuet, enseignant-chercheur ostéobio, doctorat en STAPS, va nous présenter donc la relation entre la lésion et la douleur et son importance donc sur le contrôle de la posture et du mouvement. À terme, à force finalement, et ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, à force de sous-utiliser l'articulation ou le muscle, d'accord, on va avoir une modification de ses propriétés, tant morphologiques qu'histologiques. Donc, qui résulte finalement, qui se traduit par une adaptation à long terme qui est due à la douleur. Et donc, je vous ai dit qu'en aigu, ça c'est juste histoire d'illustrer, en aigu, on avait une modification d'origine centrale, c'est-à-dire qu'on va venir modifier le schéma corporel, donc de façon très rapide, parce que c'est juste histoire qu'on parle de la même chose encore une fois, schéma corporel ou représentation interne, donc c'est représentation de son corps par rapport à l'environnement et la position relative des segments corporels. Donc quand je veux faire un mouvement, la première chose que je fais finalement, c'est je me dis comment je suis par rapport à l'environnement et comment mes différents segments sont agencés dans l'espace et par rapport au mouvement que je veux faire. Donc, si je veux faire un mouvement particulier et que je sais que le segment que je veux solliciter est douloureux, je vais modifier ça et finalement, je vais modifier mon mouvement. Gilles Boudéen, ostéopathe, directeur et enseignant de l'école Yves Zor de Rennes, auteur de l'ostéopathie crânienne structurelle, la tenségrité appliquée au bilan, aux techniques gestuelles et aux concepts crâniens, et de protocole de soins ostéopathiques du bébé et de l'enfant, de la naissance au projet orthodontique, nous a présenté une conférence sur le diagnostic et le traitement de l'enfant de la naissance jusqu'à 7 ans. Le docteur Jérôme Milovanov, médecin généraliste, enseignant-formateur en physionutrition, nous a présenté une conférence sur la micronutrition et la nitrothérapie, son intérêt donc sur la santé. Il nous a aussi présenté donc le syndrome de malabsorption donc de l'intestin grêle, un domaine que nous connaissons à Ostéobio puisque Jérémy Oiseux a effectué son mémoire de fin d'études sur le syndrome de malabsorption sous la présidence du docteur Seignalé. Faire toute la médecine, parce qu'on peut aller très loin. Je pense que là déjà on a bien commencé dans nos consultations à voir les plaintes. Bien sûr, la plupart du temps, oui j'ai commencé, c'est déjà tard. Dans la plupart du temps, bien sûr, la prise en charge est efficace, mais il faut se rappeler qu'on a des situations où il y a une chronicisation et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est normal, peut-être qu'on agit sur les conséquences, mais pas du tout sur la cause. Et après cette première partie du congrès, et nous voilà enfin aux festivités du soir. Vous avez vu que Xavier est bien détendu. Il faut l'être parce que vous allez pouvoir retrouver là, si vous y êtes déjà allé, tout le plaisir de manger au Club Méditerranée. Après ce majestueux repas, nous sommes conviés à la soirée Jeux du Club Med, soirée poker et blackjack. Le temps de la pause est arrivé avant de repartir pour le lendemain.
Il y a une définition réglementaire de l'ostéopathie, donc je vous ai repris l'article 1 et 2 du décret 2007-435, décret qui n'a pas été remis en question par les travaux qu'on a fait depuis 2 ans, dont on va vous parler un petit peu plus tard. Xavier Blusseau, vice-président de l'AFO, ostéopathe biomécanicien, directeur des études et enseignant à l'école d'ostéobio, nous a présenté une conférence à partir de la définition réglementaire du décret 2007-435. L'ostéopathie agit par manipulation ou mobilisation sur des troubles fonctionnels. Ceci détermine notre champ de compétences. Et il y a un point très important, c'est cette phrase-là. Et cette phrase-là, moi j'ai l'impression que c'est le ciment de notre association. C'est pour ça que je pense que cette association a vraiment une puissance. Il faut juste que l'on discute mieux de ce qui nous réunit. Et si on se met tous d'accord sur ce qui nous réunit, je pense qu'on sera encore plus fort. Et là, on va voir, je vais vous proposer 2 manières, pas 2 définitions, mais 2 manières de définir l'ostéopathie. Et on va voir les implications que ça a. Soit on définit l'ostéopathie comme une philosophie, et ce que j'appelle une philosophie, c'est une vision de la physiologie humaine et une vision des modes d'apparition des maladies au travers ce qu'on appelle une dysfonction, une lésion, qu'elle soit éthiopathique, ostéopathique. Peu importe, cette notion qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal dans le corps humain et qui va amener les motifs de consultation, ça c'est une première définition de l'ostéopathie. Ce n'est pas une définition littéraire, c'est une vision de l'ostéopathie. Soit on considère que l'ostéopathie, c'est simplement un ensemble de savoir-faire ou une pratique, donc un ensemble d'actes, et ces actes-là sont secondés par une épistémologie, c'est-à-dire une manière de réfléchir, mais non pas une manière de réfléchir philosophique sur la physiologie humaine ou sur les raisons d'apparition de la maladie, mais une manière de réfléchir aux moyens d'aborder un patient. Dans le cadre de l'application clinique et thérapeutique du torticolis du nourrisson, David Desauches, ostéopathe biomécanicien, directeur de l'école ostéobio, nous expose sa méthodologie associée au nouveau champ de compétences défini auparavant par Xavier Blusseau. Et là, le bébé, il est comme ça, et les parents vous disent « mais c'est une planche de bois, je n'arrive pas à l'habiller, à chaque fois que je le bouge, il hurle, et donc c'est pas la même chose. Votre traitement, il va s'adapter à ça. Vous n'allez pas traiter de la même manière un bébé qui est comme ça et un qui est comme ça. Parce que les couches musculaires impliquées dans l'enraidissement ne sont pas les mêmes. Et je peux vous dire tout de suite que moi, vous faites ce que vous voulez, mais moi, un bébé qui est comme ça, je dis d'emblée aux parents, là, vous pouvez appeler le pédiatre, on va prendre des séances de kiné. Je ne vais pas passer mon temps à tirer, j'ai autre chose à faire. Hein, donc on l'envoie chez le kiné, il fait 10-12 séances et vous verrez qu'à la fin, alors si, on peut faire des techniques Monéron, on peut travailler un peu les sacroiliacs. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que la séance suivante, il revient, il est à nouveau comme ça. Donc, on l'envoie chez le kiné. Voilà. Moi, c'est ce que je propose quand je vois une attitude comme ça. Le docteur Brice Fourneret, chef de clinique du service de radiologie du professeur Catherine Citeval, nous a présenté une conférence sur l'utilisation de l'imagerie dans le cadre de l'examen clinique. Pour rechercher des lésions plus fines qui seraient passées inaperçues. Dans ces cas-là, même au scanner, on peut ne pas avoir de lésions. Mais il y a quand même un traumatisme assez important, donc dans ces situations-là, il faut réaliser une IRM, puisqu'il peut y avoir des lésions à la fois discales ou ligamentaires qui peuvent être très instables et donc assez graves. C'est vraiment un signe d'alerte. Donc il faudra toujours regarder, ici c'est un exemple normal, ces parties-là. Il y a des normes qui ont été définies, donc à l'étage C2, il ne faut pas que les parties molles dépassent l'épaisseur de la base de l'odontoïde, et puis après c'est ce qu'on appelle la règle des 3-7. On peut retenir 7, 14, 21, donc 7 mm c'est du point antéro-inférieur de C2 jusqu'à C4, et puis en dessous de C4, donc chez l'enfant c'est 14 mm et chez l'adulte 21 mm. C'est les critères objectifs qu'on peut mesurer. Emmanuelle Gagnepin, ostéopathe, cofondatrice de CareLabs, a lancé le dispositif du chèque santé. Elle partage aujourd'hui son temps entre l'exercice de son métier d'ostéopathe et la gestion des partenaires de santé au sein du dispositif Chèque Santé. Concrètement, en gros, donc, il y a les clients de Chèque Santé, qui sont les entreprises, les CE, les mutuelles et les assurances, les collectivités ou les associations. Donc chaque année, elles allouent à leurs salariés, adhérents ou usagers une somme, un crédit Chèque Santé.
Après cette journée bien remplie, place à l'apéro. Nous sommes invités à la soirée spectacle du Club Med, où nous allons avoir donc à admirer nos belles petites géos donc dans une présentation burlesque. Toloane et la responsable du groupe nous accueille comme chaque matin pour la dernière journée du congrès. Nicolas Végési, ostéopathe biomécanicien, et le docteur Luc Fontaine, médecin généraliste diplômé de Centrale Paris en ingénierie et management de la santé, nous a présenté le projet Médicina, plateforme de santé ambulatoire. Ce projet pourrait être pour nous le moyen de participer au parcours de soins et d'appliquer nos compétences dans l'expertise. En découle et engendre des retombées sur la formation initiale et la formation continue. Et on vient de vous exposer un petit peu l'architecture qu'il faut mettre en place pour pouvoir capitaliser et pouvoir rejoindre un petit peu la réflexion aujourd'hui qu'ont les fédérations des spécialités médicales. Une fois qu'on a construit, on termine sur ça, une fois qu'on a construit l'outil, l'architecture universitaire pour construire cette connaissance interprofessionnelle, eh bien, on peut faire converger les trois forces d'innovation de la santé aujourd'hui en présence, qui sont, si on transpose en termes économiques, la santé, la première économie sociale et familiale de la santé devient cette économie interprofessionnelle. Elle se situe en amont de l'économie publique et l'économie de marché, l'économie institutionnelle et l'économie industrielle. Ça paraît simple d'acheter une paire de baskets, mais c'est vraiment pas le cas. C'est compliqué, c'est pour ça qu'on existe, et c'est peut-être pour ça que dans certaines villes de France, on voit de plus en plus de magasins consacrés à notre sport. Franck Duportal, manager de Running Évasion, nous a présenté la prise en charge pluridisciplinaire de la pathologie du coureur. Comment identifier le facteur mécanique dû au matériel? Le matériel, là, en l'occurrence, étant la chaussure. Donc là, je vous ai, avec l'aide de Nicolas, là, juste pour vous faire voir, c'était la foulée dite parfaite d'un coureur à pied, même si on peut voir un petit désaxement au niveau du pied de temps en temps. Alors peut-être certains connaissent cet athlète qui est Haile Gebrselassie, qui est une légende de la course à pied encore vivante, multiple champion du monde et recordman du monde du marathon. Donc voilà, il a une foulée vraiment parfaite, comme vous pouvez voir, donc il reste le buste bien droit, une amplitude de foulée qui est assez importante et un pied qui vient toujours poser sur l'avant médio-pied, donc jamais le talon. Ce qu'on nous apprend à l'école est pour moi une hérésie totale, puisque quand on arrive à l'école, on nous apprend tous à courir en nous disant la course à pied c'est talon-pointe. Or, si on veut éviter toutes les pathologies et toute onde de choc qui remonte très haut, bien sûr il vaut mieux aller sur l'avant du pied que sur le talon. Parce que quelqu'un de léger qui va venir taper du talon, ça va être moins handicapant. Par contre, quelqu'un qui va venir taper, qui va peser un certain poids, ça va être très traumatisant. Donc cette idée biomécanique domine fortement actuellement la pensée la plus rationnelle en ostéopathie, mais je pense qu'il va falloir assez rapidement aussi y ajouter la neurophysiologie. Yves Lepers, philosophique docteur, cofondateur d'enseignement de l'ostéopathie à l'ULB, il a insisté sur l'importance de la neurophysiologie à associer à la biomécanique et sur le vitalisme à opposé au matérialisme des sciences actuelles. Un être vivant, ce n'est pas la même chose qu'un moteur de voiture, c'est quand même pas inintéressant.
Or, on est dans une période quand même où on est plutôt dans une médecine de plus en plus matérialiste, parce que tout simplement les moyens techniques, les technosciences sont venus au secours de la médecine. Mais on en oublie un petit peu le fait que le vivant, même si c'est composé avec les mêmes molécules, ça reste quand même un truc un peu particulier. C'est pas tout à fait la même chose que l'inanimé. Et une pensée vitaliste, aujourd'hui, ne peut pas faire l'économie des neurosciences. C'est pas possible. C'est ce qui caractérise vraiment la sensibilité de l'être, c'est ce qui caractérise le vivant. Alors, comment c'est possible cette histoire-là maintenant? Quitter le RSI, la CIPAV, la Carpinco, et pourquoi et comment est-ce possible? Une aventure présentée par Laurent C. Entrepreneur dans le secteur informatique, il a quitté la sécurité sociale dans le respect des directives européennes, transposées en droit français pour un régime de sécurité sociale européen. C'est pas promenade de santé, c'est le cas de le dire. Mais maintenant, financièrement, on va quand même se faire un peu plaisir. On peut sortir de la sécu sur la partie maladie ou de la partie retraite. Je sais que vous aimez bien le côté retraite, parce qu'on vous a bien aligné avec ça. On peut sortir de l'un ou de l'autre, ou des deux, au choix. Là, pour le coup, c'est bien. Donc pour la maladie, vous arrêtez de payer les cotisations maladie, vous RSI c'est 15 points, et vous arrêtez de payer la CSG, 8 points. Revenu professionnel. Et pour les libérés de retraite, vous ne payez plus la CIPAV. Terminé. Par contre, vous devez toujours payer les allocs et la contribution formation. Là, c'est pas grand-chose. Et bonne nouvelle, depuis février 2015, merci l'Europe, la CSG sur le revenu du patrimoine, actions et immobilier, ça saute aussi. Donc vous ne payez plus de CSG. Après la tenue de notre traditionnelle Assemblée Générale, nous terminons le congrès par une soirée bien remplie. Nous assistons au match de rugby France-Angleterre, tranquillement installé. Ensuite, soirée dansante et pour les plus endurants, une petite détente dans le linge tranquille du Club Med. Au nom de tous les participants à ce 34e congrès, nous remercions Toloan, Michel et leurs collaborateurs pour la préparation de ce congrès très réussi, plein de science et d'amitié.